Le don d'Hélène. Chapitre 5. À chacun ses secrets. À peine sur le palier du fleur de lys, l'air froid saisit Arthur. Il remonte son col et court, sous des flocons naissants, jusqu'à sa voiture. Le ciel lourd de sa blancheur éclipse le soleil. Les sons étouffés par un voile cotonneux embrument les idées d'Arthur. Une séropositivité dénoncée, une secte de gens en bonne santé, des jeunes petits bourgeois, un drôle de drap cool. Le brouillard qui s'élève du capot du moteur chaud et l'habitacle embué embrument le cheminement des pensées d'Arthur. Un accident de la circulation, des traces de morsures, un fils de gendarme, un fils de médecin. Les petits yeux de sa vieille auto éclairent le parking, qui de plus en plus se noie sous la neige. La sortie se fait au pas au milieu d'enfants joyeux. Des boules volent, s'éclatent sur les visages souriants et sur son pare-brise que ces pauvres essuie-glaces peinent à désencombrer, arrachant, bien heureusement, Arthur de ses pensées. L'enfant a bien le droit de s'amuser. Et de fil en aiguille, ses idées l'emportent vers ces jeunes du bar de la veille et ce drôle de consommateur de coca glacé. Maxime doit l'y attendre, mais avant, dans sa boîte à gants, il s'offre le déplaisir d'utiliser son ustensile préféré. Compose le numéro d'Hélène et tombe sur ce qu'il exècre le plus, la messagerie. « Hélène, c'est Arthur. Je suis devant chez toi. Je dois retrouver Max au bar de l'église à Malaver. Appelle-moi vite. Je garde le téléphone sur moi. » Devant lui, la neige virevolte, et au fur et à mesure de son avancée, les petits flocons gagnent en volume, pour disparaître au contact du sol, qu'une sableuse vient d'inonder de sel. À son arrivée dans le bar désert, il trouve Max occupé à discuter avec le grand René, aux airs préoccupés. Max se tourne vers Arthur. « Les jeunes qui ont disparu ce matin sont venus hier ici. » René craque une allumette, embrasse sa brune, souffle sur la flamme inhalée et entre les petits ronds. Il relate la visite inopinée de la gendarmerie. « Ils m'ont interrogé sur les petits jeunes. Le buveur de coca glacé ne les a pas surpris. D'après ce que j'ai pu apprendre, il avait déjà été remarqué dans d'autres troquets. » Arthur ouvre son blouson, ressort sa feuille de journal et la montre à René. « Ce sont ceux dont parle cette feuille de chou ?» René confirme. « Les mêmes que nous avons vus hier. » Max, le nez plongé dans la lecture du papier, glisse distraitement. « Tu les as vus ?»« Oui, et j'ai même encore en mémoire la marque et l'immatriculation de l'auto. » Max, d'un bond, se lève, file à la gendarmerie déposée. « Assieds-toi calmement. Dehors, c'est la tempête de neige annoncée qui arrive. Je vais juste leur téléphoner. » De sous le comptoir, René sort son antique combiné. « Tiens, vas-y. Mais bon, ne les fais pas encore venir. Ils ont déjà failli me coller un PV pour le non-respect de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. » Arthur sourit. « Ça m'étonne. » Et tout en composant le numéro. « Prépare-moi une bière, tu veux ? Une autre pour Max et toi. » Quelques minutes plus tard, son devoir civique accompli auprès d'un gendarme de sa connaissance, il s'attable avec René et Max. Ce dernier, toujours aussi curieux, le questionne sur le résultat de son coup de fil. « Ne t'inquiète pas, Max. Ils avaient déjà la description du véhicule et de son conducteur par un barman de la ville. D'après ce qu'il a bien voulu me dire, le chauffeur est inconnu et la voiture a été volée la veille. » Muni d'un crayon, tout en gribouillant des chiffres et des numéros sur un paquet de cigarettes vides, il ajoute. « Par contre, j'aimerais bien que tu me cherches le propriétaire et lui tends les références d'une plaque d'immatriculation. » Max la déchiffre et s'exclame. « Je le connais !» Se jette sur sa mallette et tout en exhibant une liasse de documents qu'il agite frénétiquement, il hurle. « C'est celle de ton Dracule ! Faut courir à la gendarmerie !» Arthur calme son associé par un « Assieds-toi et explique ». Le regardant au travers du verre qu'il déguste, il écoute. Max est très excité, parle avec frénésie et n'arrête pas de remonter ses lunettes qui glissent sur son nez. René, à ses côtés, porte son regard de l'un à l'autre, en essayant de comprendre les informations de l'un et le silence de l'autre. Le cendrier entre la consommation d'Arthur et de René est à la limite de déborder quand enfin Max achève son compte-rendu. Arthur se résigne à lire la prose de Max, et tout en feuilletant l'invite à boire sa bière, qu'il décline pour un verre d'eau. René s'empresse de le servir pour ne rater aucun détail de la discussion. Arthur attend que Max ait vidé son verre pour lui demander. « Alors, si j'ai bien saisi, ce chirurgien polonais serait le Dracule d'Hélène. Il se serait installé dans notre petite ville depuis 3 ans
Et Hélène, aussi douée qu'elle soit, n'aurait pas fait ce lien? D'où tu les tiens, tes infos? Max tousse. René entrouvre la fenêtre. La neige au dehors s'épaissit, un vent glacial souffle des flocons sur le formica d'une table. Un téléphone du gamin, que tu m'as donné à exploiter. La fenêtre claque au rythme des courants glacés de la tempête. René en referme le battant et tire le verrou de la porte. Les clients ne viendront plus. Arthur regarde Max. Précise. Sur la carte de la victime étaient inscrits tous les appels reçus et envoyés. J'en ai croisé quelques-uns et j'ai découvert un numéro qui revenait régulièrement. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Il essuie ses lunettes avec son mouchoir en papier. Pas très légal, j'avoue. Il remet ses lunettes, fixe René et Arthur. Ça m'arrive régulièrement et c'est très utile dans nos affaires, même si je n'arrive pas à la cheville de ce Zorro de Nosferatus. Puis, frappant sur le dossier. Pour en revenir au médecin polonais Dr Wilizak, j'ai trouvé des petites infos sur ton Dracul. Le numéro de téléphone trouvé de la victime étant celui de ce médecin Wilizak. En fouinant bien, j'ai découvert qu'il officiait dans une association de sauvegarde de l'intégrité humaine, qui prône une juste et nécessaire hygiène morale et physique de la jeunesse. Il possède plusieurs cliniques, dont une ici, celle des agriates, où de riches parents envoient leurs enfants malades. Il a un fort taux de réussite dans la rémission de certains cancers et le traitement de la maladie contagieuse, et même le traitement de l'infertilité. Mais ses méthodes sont secrètes et de puissants soutiens occultes le préservent d'enquêtes médicales. Arthur ressaisit les documents de Max. Mais quel est le lien de cette secte? Mon petit témoin de cet après-midi. Quel témoin? Il a été un membre actif de cette secte. C'était un ami d'Alex, l'autre victime, mais sa petite amie, Anielka, était surtout amoureuse de lui. Ils avaient projeté de s'enfuir tous les deux, mais le lendemain de la disparition d'Alex, quand il l'a revue, elle était terrorisée et lui a annoncé qu'elle rentrait en Pologne seule. Après la découverte du corps d'Alex, mon petit témoin est parti en Pologne pour retrouver Anielka. Il a cherché sa trace pendant plus d'1 an et a retrouvé ses parents, qui l'ont conduit au cimetière, où elle avait été enterrée peu de temps après son retour en France. Bien sûr, un banal accident de la route, un virage mal négocié, l'aurait envoyée dans un ravin. En fait, cette jeune fille était infirmière et travaillait pour un grand médecin polonais, le docteur, je vous le donne en 1000, Wilizak. Les parents, très fiers de la réussite de leur fille, ont sorti le diplôme et de jolies photos, dont une, un peu floue de son directeur, en qui mon petit témoin a parfaitement reconnu le Dracul de la secte. Un grand silence, gris de cendre, file entre les hommes. Malheureusement, mon petit témoin veut rester anonyme. Il pense que son témoignage le mettrait en danger, et je crains qu'il n'ait raison. Bien, lance Arthur, admiratif. T'as bien travaillé, mais pour aller à la gendarmerie, il nous faudrait quelque chose de plus solide, comme un lien concret entre ces Wilizak et Dracul. Puis René se lève, sort, dehors dans le froid pour tirer les volets, et revient couvert de neige, se dirige vers le bar, met en route le percolateur et lance à l'équipe. Un café, la nuit sera longue et froide. Chapitre 6. Au bar de l'église. Tu sais, Minou, elle ne cherche pas à s'enrichir, elle veut juste faire payer les coupables. Et elle est diablement téméraire, et lâche trop vite ses infos sur Internet. Et disons que nos employeurs n'apprécient pas ce jeu-là. Je la couvre tant que je peux, mais elle serait capable de foncer dans la gueule du loup, toute seule, et malade comme elle est. À ses côtés, Max s'agite, s'inquiète. Elle est malade de quoi? Du sida, Mino. Et depuis 5 ans. Elle se soigne, mais... Il s'assoit sur le siège à droite, désigne l'écran et le clavier de sa tête. Elle suit un traitement qui s'alourdit de jour en jour, et sur le terrain, elle s'affaiblit. Alors, trouve-moi-la vite là-dedans. Elle ne répond plus à mes messages depuis 3 heures. Maxime s'exécute et s'exaspère à contourner les parades d'Hélène. Des fichiers s'ouvrent sans apporter d'éléments significatifs. Arthur, de son côté, songe que de bonnes vieilles méthodes seraient sûrement plus efficaces. René sifflote en débarrassant, le percolateur est rechargé, des tasses atterrissent entre les mains des 3 convives. Arthur y plonge ses sucres, sa cuillère, et commence à tourbillonner le nectar noir. De noir en tour, le carillon de la cuillère sur le rebord de la tasse fait réagir Maxime. « Qu'est-ce que tu as en tête, Arthur ?»« Eh bien, cela fait déjà plus d'1 heure que tu tortures cet ordinateur. » Peut-être, mais là c'est plus difficile, pourtant le matériel est sans sas. Tu vois, je te l'avais dit, qu'elle était coriace notre belle Hélène, lance promptement René.
Et je pense que tu vas rester coincé un bon moment. Moi, dit Arthur en s'habillant de son blouson. J'ai bien envie de retrouver Hélène, et je crains qu'elle ne soit allée faire un tour dans cette drôle de secte. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, il est temps d'aller jeter un œil sur ce château. À ces mots, René s'échappe vers son office. Max, surpris, demande « Quel château ?»« La ruine de ce Dracule. Il fait nuit. La tempête de neige a dû faire fuir les membres de la secte. » Mon témoin ne m'a pas parlé d'un château, mais d'une vieille demeure. Max tend son bras vers un de ses dossiers placés sur une de ses chaises, situé dans les abords de la ville, pas loin de la clinique des Agriates. C'est bien un château féodal, en ruine, mais un château quand même, en convient René, équipé d'une deuxième valise noire, la déverrouillant. J'ajouterais aussi qu'il est bien gardé. Mais c'est vrai, Arthur, par un temps pareil, et déposant l'abattant au sol. Avec cet équipement-là, ce sera une partie de plaisir. Alors messieurs, on y va ? C'est une panoplie de James Bond que tu as là, clame Max. Non, c'est juste du nécessaire de survie. Arthur se saisit d'une arme. Ouais, survivre à une guerre surtout. Max en prend une autre. C'est du matériel français ? René attrape la plus massive, équipée d'un laser. Non, ce n'est pas pour la guerre. Non, ce n'est pas que français. Et ceux d'en face n'ont pas non plus les mains vides. Alors en route. Attendez-moi, hurle Max. J'éteins les ordis. Les deux hommes sont devant la porte, la main de René sur la poignée, prêt à l'ouvrir, quand un juron de Maxime suspend son geste. Le visage pâle coloré par endroits du bleu électrique des écrans. René, imaginant le pire, se précipite sur la table et saisissant le portable s'écrie « T'as planté !» En fait, pour Max, c'est pire que ça. « C'est Nosferatus !»« Comment ça ?» lâche Arthur. Ils sont maintenant tous les trois à déchiffrer ce qu'Hélène transmet. Villisac doit passer à l'acte ce soir. Une transaction importante est en cours au château. J'y suis. Il faut m'y rejoindre et vite. J'ai mis à jour l'inimaginable horreur de ses agissements. Le trio, sans plus réfléchir, fonce dans l'auto de Max, mieux équipé pour ce genre de course. Et c'est au tour de René, sur le siège du milieu, d'être épaté. « Audi, c'est un Hummer ? C'est juste un 4x4 sympa, pour gagner des rallyes ?» Max rigole. « Ouais, mais pas avec ça !» Et plus sérieux. « Sinon, je n'aurais rien perdu. » Puis se retournant vers René. « Alors, on y va ? » « Ouais. » René glousse dans sa barbe poivre et sel, et même par les chemins de traverse. Chapitre 7. La clinique des Agriates. Un vent violent balance ses rafales de neige sur la chaussée et tente de s'accrocher au pare-brise muni d'essuie-glaces rapides et efficaces. Sous les directives de René, l'auto dévore l'asphalte et les chemins de terre. L'engin avance entre les flaques de boue blanchies verglacées et les branches d'arbres. Au détour d'un bois, Max éteint ses phares. Le château est là. Un soupçon de lune traverse les cotons des nuages, guidant la progression entre les ronces et murs de pierres effondrées. À la lisière d'un bois de sapin, une vieille bâtisse en ruine, rappelant à Arthur ce que fut la clinique des Agriates, dont les lumières se dévoilent à 30 mètres derrière la pinède. Pour René, ce tas de pierres fait partie de la clinique. Il y aurait, bon je n'ai pas la preuve, un tunnel qui les relie. Max coupe le moteur et se tourne vers René. Pourquoi ? Les corps retrouvés ont été mutilés, et pas seulement par l'accident. Il y a eu d'autres rapports d'expertise, classés secrets. Des mutilations chirurgicales sur le thorax. Arthur, dans un éclat de lune, voit Max blêmir. De ses lèvres tremblantes sortent le peu d'idées rationnelles qui lui restent. Des cobayes humains ? René ajuste ses gants noirs, mobilise les articulations de ses doigts comme un pianiste avant un concert. Je ne sais pas. Je pense que cette petite secte n'est pas si propre que ça. Max l'interrompt. Ils boivent leur sang et mangent leur cœur ? Arthur sent que le délire de Max frise l'irrationnel. Stop, on va rentrer là-dedans, fureter, et trouver de vraies réponses. D'accord avec toi, mais avant... René pointe son index en direction du nombre devant le plus gros tas de pierres. On va attendre le départ de ce garde-là. Sur le sol blanc, les empreintes de leurs pieds sont rapidement recouvertes de cette neige qui tourbillonne et un froid polaire s'infiltre jusqu'à leurs os. À l'abri d'un vestige de rempart, ils observent le garde qui, dans le même état qu'eux, se précipite par une porte dans une espèce de grange désaffectée. Le trio, grelottant, s'approche. Un pâle halo de lumière tremblote sous la porte en bois vermoulu. C'est au tour d'Arthur d'épater ses compagnons. De sa poche, il sort un petit miroir,
plat, muni d'une tige télescopique qui glisse dans une petite ouverture sur le côté de la porte. Puis, regardant au travers de la grosse serrure, tout en dirigeant son miroir, il aperçoit une pièce vide. Il introduit dans la serrure un passe, qu'il manipule rapidement. La porte s'ouvre avant que les deux autres n'aient réalisé ce qu'il était en train de faire. Tous trois comme un seul homme plongent. La pièce est grande et vide. Sous une porte neuve, une lumière diaphane filtre. La même procédure est appliquée avec la même rapidité. Ils débouchent sur un couloir menant à un escalier de pierre en colimaçon, descendant sous la terre. Les marches sont si étroites qu'ils sont contraints de s'y glisser en file indienne. Arthur en tête, suivi de Max et René. Au bout de 50 marches, un palier se dégage sur une grande salle voûtée, aux murs sombres. Éclairée de bougies noires, une vague odeur de cire et de sang séché envahit les narines. Des ombres ternissent le carrelage rouge et froid. Dans la salle, vide, résonnent des voix de femmes et d'hommes entremêlées, emplissant les concavités de litanies glauques. Cachés par d'énormes piliers surmontés de diables ailés, Arthur et ses comparses voient le garde de dos assis sur un banc. Tout à coup, le chant s'arrête, et de grands éclats de voix mêlés emplissent le silence. Le garde ne réagit pas, il balance seulement sa tête de gauche à droite et tape du pied. René souffle à l'oreille d'Arthur. « Il écoute de la musique. Tire-lui dessus s'il se retourne. » Furtivement, le grand mastodonte se faufile avec l'agilité d'un chat jusqu'à l'homme qui n'a pas le temps de résister. D'un bref mouvement, René vient de l'assommer et l'allonge délicatement au sol. Relevant la tête, il leur fait signe de le rejoindre. À mesure qu'ils approchent, ils distinguent des voix, dont Arthur reconnaît le timbre de celui d'Hélène et d'un homme. Elles proviennent de derrière une grande porte en chêne entr'ouverte. Il s'avance et se colle face au mur. Arthur sent sur son visage un liquide poisseux. Il s'essuie et découvre du rouge sur ses gants clairs. Il les porte à son visage et y reconnaît l'odeur de sang. Max faisait la même observation, glisse l'écœurement au bord des lèvres. « C'est du sang humain ?» Et dans le même instant, le chant litanique recommence. Il sort du plafond. En levant leur tête, les hommes y découvrent de gros haut-parleurs. Les voix de l'autre côté de la porte se font de plus en plus fortes et claires. La discussion semble s'envenimer et se transformer en une dispute. La colère d'Hélène retentit. « Vous êtes un monstre, en plus d'être un assassin !» L'homme hurle. « Pauvre folle! Je sauve des âmes, moi! Vous allez sortir d'ici !» Les pas de l'homme s'approchent de la porte. Il ouvre dans un geste de colère, effleurant du battant la tête pétrifiée d'Arthur. Hélène gronde. « Je sais ce que vous allez faire !» Dans l'entrebâillement de la porte, Arthur aperçoit l'homme, un grand sec au visage émacié, en costume noir, sur une chemise sombre, d'où s'étire un cou, tel celui d'une tortue. Il passe la langue sur ses lèvres, la main dans une poche de son pantalon, semblant très décontractée. « Que savez-vous donc, pauvre fille ?» Arthur ne peut pas voir Hélène, mais avec audace, elle lui assène ses informations. « Vous allez tuer ces enfants pour sauver des vies de riches !» L'homme sort la main de sa poche et la glisse dans celle de sa veste, qui se déforme. Arthur reconnaît cet aspect, c'est celui d'un canon de revolver pointé en direction d'Hélène, qui continue à le narguer avec ses révélations. « Je suis passé rendre visite à certains de vos clients à la clinique. » La poche du docteur Villisac bouge, et dans le même instant, Arthur pousse la porte contre lui pour tenter d'en dévier la trajectoire, mais la détonation éclate. René, l'arme au poing, tire le battant de la porte, alors que Max et Arthur se jettent au sol en pointant leur revolver. Dans la pièce, un énorme bureau de verre et d'acier, et sur le sol, une mare de sang qui s'écoule du corps d'Hélène. Derrière elle, une trappe ouverte sur d'autres escaliers. René se précipite vers Hélène, qui faiblement vit encore. « Suis-le, vite! Tout se passe en bas !» L'embrassant tendrement sur le front, il lui murmure. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» La respiration d'Hélène se fait plus difficile. « Le virus, il me tue. Je voulais sauver ces enfants avant. » Un masque de souffrance s'inscrit sur son visage. De sa main, elle appuie fortement sur sa blessure. Le sang s'effile entre ses doigts. « Achève mon travail, René. » De ses grands yeux clairs sortent la rage, que son corps ne peut plus déployer. « Tue-le, René. Vas-y pour moi. » Sur ces mots, René glisse un dernier regard à Hélène et se précipite par la trappe. Max hésite à l'accompagner. Arthur se penche sur Hélène. « Suivez-le. Laissez-moi, il va tuer les enfants. » Ses yeux se ferment. Maxime attrape le téléphone sur le bureau, mais le mot d'Hélène l'arrête. « Non, c'est trop tard pour moi. » Et pointant difficilement son autre main vers son sac à ses pieds. « Tout est dans mon ordi. Mon code, c'est
HIV en majuscule. Max, en larmes, s'agenouille auprès d'Hélène. « Max, prends mon portable, dénonce-les pour moi. » Ses yeux se ferment, ses doigts lâchent la pression sur le cou, et un flot interrompu de vie s'écoule. Arthur ordonne à Max de lui donner rapidement son manteau pour tenter à l'aide de ses gants de bloquer l'hémorragie, mais les paupières d'Hélène s'ouvrent sur le vide d'une âme qui s'échappe. Maxime suffoque sur le point de craquer. Arthur le voit octer, tituber, s'accrocher au bureau. Il croise son regard paniqué. Empoignant le col de sa veste, il le gifle violemment, laissant les marques de ses doigts sur sa joue. Son regard hagard se fixe un instant sur Hélène, puis vers Arthur. « Je l'aimais. Je sais. Ne te laisse pas envahir. Fais ce qu'elle a dit. Pour elle. Et reste là, à ses côtés. » Arthur ferme les yeux d'Hélène, recouvre délicatement de son blouson son visage, agrippe son sac et le met entre les mains de Maxime qui lentement émerge. « Je vais rejoindre René. » La volée de marche est dégringolée au pas de course. Il débouche sur un large tunnel bétonné dans lequel est garée une ambulance. Plus loin, Arthur découvre les cadavres de 3 ambulanciers armés. Sur sa droite, une grande porte vitrée s'ouvre automatiquement. Une odeur d'hôpital s'immisce dans sa mémoire. L'odeur du sang et du désinfectant entremêlés et un affreux silence. René est là, l'arme dans sa main, près d'une porte aux vitres fumées. « Je t'attendais, ils sont là, 3 hommes et le docteur Villisac. J'ai refroidi les chauffeurs en silence, maintenant nous ne serons pas trop de 2. » Puis vérifiant son chargeur, il rajoute « Villisac, tu me le laisses. » Son regard d'ordinaire si chaleureux a pris les nuances froides du tueur. Et à l'annonce de la mort d'Hélène, il vire au froid de l'acier. Il doit payer. René lui cache encore quelque chose, songe Arthur. Max est en train de contacter la gendarmerie, attendons leur renfort. Puis, désignant la porte fumée de son arme. Sinon, dis-moi ce qui se trame là-dedans. La gendarmerie arrivera en retard. Ils sont déjà en train de conditionner des jeunes corps, qui, j'espère, sont encore vivants. Ils vont les dépecer et les vider de leur sang pour en remplir des poches stériles. Ensuite, ils les brûleront dans une voiture pour faire passer leur mort pour un accident de la route. Maxime apparaît essoufflé. Dans l'entrebâillement de l'ouverture, à leur signal, il courbe son torse et s'abaisse jusqu'à eux. « Il y a eu un carnage là-haut !» Arthur et René croisent leurs regards surpris. « J'avertissais la gendarmerie quand un homme a tiré sur moi. Il m'a raté, mais pas moi, je l'ai eu. » Il brandit fièrement son arme au silencieux encore chaud. « Mais il a tout de même détruit le téléphone et l'ordinateur d'Hélène. » René peste et bougonne. Les preuves sont perdues. « Alors, Minot, maintenant que tu t'es fait la main, on va pouvoir y aller. On vise tout ce qui est debout et vous me laissez le grand verre. » Arthur sort des petits outils de sa poche. Sous ses doigts, toutes les serrures cèdent, même celle électronique. Il progresse dans un couloir sombre aux portes vitrées. La première salle est vide, dans la seconde gît le corps d'un jeune garçon, intubé et ventilé. Arthur consulte les constantes, les pancartes et les inscriptions sur un des pouces-seringues, qu'il déclampe, puis modifie les alarmes des monitoring. Il fait de même pour le second corps, dans la 3e chambre. À René surpris, il répond « J'étais infirmier anesthésiste dans l'armée. Ils ont été mis en coma artificiel, dépêchons-nous. La suivante est sûrement le bloc opératoire. » Armés jusqu'aux dents, ils bondissent dans une grande pièce blanche où 3 hommes sont penchés sur un corps allongé sur un brancard, sous la lumière éblouissante des cialytiques. En 3 tirs, un chacun, les hommes verts tombent. René se précipite sur eux pour leur enlever leur masque et, dépité, n'y reconnaît pas Villisac. Pour la jeune fille allongée sur la table, il était hélas trop tard. Ils étaient en train d'achever les sutures. « Ils ont déjà prélevé les organes », conclut Arthur. René se relève, à l'affût. « Oui, c'est Villisac. Il doit les avoir. Il faut le retrouver !» Au même instant, le moteur d'un véhicule retentit dans le tunnel. René sur un « Reste là !» court comme un damné, en crachant toutes ses clopes de la nuit. Arthur et Max lui emboîtent tout de même le pas assez vite, mais juste à temps pour voir René viser l'ambulance et l'exploser par un tir de son secret. Devant la fumée noire, René attrape son revolver et vide son chargeur sur la carcasse chaude. Arthur s'approche, pose sa main sur son épaule. « C'est fini, René. La gendarmerie va arriver. » René tourne son visage noir de suie et perlant de sueur. « Ouais, voilà un monstre en moins !» Et tout en récupérant les armes, il se dirige vers l'escalier. « Le portable d'Hélène, il me le faut. Il est là-haut sur le bureau, mais explosé. Tant pis, je le récupère.
j'ai une couverture à préserver. Je vous laisse vous débrouiller avec la maréchaussée. Vous n'avez qu'à dire « Laisse tomber, René », l'interrompt Arthur. Et sur un clin d'œil, on saura gérer. On a juste vu un mauvais médecin mal démarrer l'ambulance trop près des réserves d'oxygène. Chapitre 8. Épilogue. 3 jours plus tard, tous les 3 se retrouvent enfin au bar de l'église, où grouille une ribambelle de touristes. Il n'y a plus aucune trace des occupations occultes du gentil patron de bar. Peut-être un léger pétillement dans son petit œil noir. Après le départ du dernier client, Arthur tourne sa cuillère dans sa tasse de café, complètement froid. Max et lui sont épuisés de cette nuit blanche tachée de sang. Sur les 3 jeunes retrouvés, 2 sont désormais sains et saufs, aux bons soins du CHU. Et les clients fortunés de la clinique maudite n'ont plus qu'à s'expliquer avec leurs vieux organes malades. René, derrière son comptoir, observe d'un œil narquois Arthur et son café. « Alors, messieurs les détectives, pas trop chahuté ?» Arthur tapote sa cuillère, la pose sur la soucoupe et allume l'indispensable brune. Et masqué par sa fumée grise, il amorce la conversation sur la pente inclinée de ses pensées. Pour Hélène, on aurait dû arriver plus tôt. René essuie le zinc de son chiffon humide, s'occupant à frotter des taches rebelles. Elle voulait se battre. Elle tenait à avoir ce docteur Filizac et grâce à elle, nous avons réussi. Malheureusement, ces dossiers sont inexploitables. Max se penche sur le comptoir et pointe son doigt sur une tache. « Tiens, t'en as oublié une là !» Et le fixant de son œil bleu. « Il te reste Internet ?» René pose l'éponge. « Qu'est-ce que t'as fait, Minot ?» Max répond mi-figue, mi-raisin. « Moi, rien. Juste une saloperie de virus. Hélène m'a fait don de son code. J'ai juste eu le temps de l'ouvrir et au premier clic, tout a filé sur la toile. Même son argent est parti pour des œuvres. Elle avait tout prévu. Sacrée Hélène. Au moins tout le monde sera au courant. C'en sera fini des vampires en blouse verte. Tous les établissements de ce docteur fou ont été identifiés, j'espère. Oui, tous sans exception. Hélène avait bien prévu. Dès l'ouverture de son portable, des emails ont été envoyés simultanément à la gendarmerie et à la presse nationale. Mais après notre bonne collaboration, Monsieur René, tu pourrais arrêter de m'appeler Minot ? D'accord, Minot, répond René avec son plus beau sourire. Désolé, Minot, ça te va très bien. Alors, moi je vais t'appeler l'ancien. René, d'un mouvement de tête, se tourne vers le miroir, en partie recouvert d'étagères de bouteilles, et fixant son image à la barbe aux cheveux poivre et sel, il exprime tout haut ses pensées. C'est vrai que je suis vieux. Puis s'adressant à ses 2 compagnons, je suis plus vieux que vous. J'ai vos âges réunis, alors respect. Il sort une bouteille de champagne, 4 flûtes translucides et, tous 3, trinquent au verre plein posés sur le comptoir. Ah, Hélène ! Dehors, les cloches sonnent les 12 coups de midi. Elles colportent la nouvelle d'une journée bien entamée. Max passe un bras sur l'épaule d'Arthur, étend son verre vers René, puis l'abaisse contre celui de l'absence. À Nosferatus ! René se saisit du verre d'Hélène, le fait jouer entre ses doigts, au niveau de son visage. Puis, derrière son reflet ambré, il prononce « Oui, au don d'Hélène !» C'était J-Pixie, et j'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Allez, ciao ciao.